Madame, mademoiselle, monsieur, les difficultés sont derrière nous. Nous avançons. 2018 aura été l'année de toutes les censures. Toutes les voix discordantes sont chassées des médias de propagande. Hormis quelques exceptions notables, des centaines d'intellectuels sont interdits d'antenne, à l'image d'un Éric Zemmour, boycotté par le service public, financé par nos impôts. Toutes les oppositions au camp prétendument progressiste vanté par Emmanuel Macron sont malmenées, maltraitées, et tout particulièrement TV Liberté, que l'on a cherché à faire taire. Cédant à des pressions, YouTube a fermé fin juin toutes les chaînes de notre télévision. Le coup porté se voulait mortel. Il a été rude. Dans cette épreuve, nous avons bénéficié de deux facteurs essentiels et déterminants. La cohésion des équipes de TVL et le prodigieux soutien de la communauté des téléspectateurs de TV Liberté. Une solidarité, une fraternité qui nous ont permis de déjouer la manœuvre. Grâce à un élan financier exemplaire, nous avons renforcé notre indépendance en protégeant dorénavant toutes nos émissions sur nos propres serveurs. Nous avons acquis une vraie autonomie, c'était devenu crucial. Et nous pouvons affirmer sans crainte que TV Liberté est à l'abri des mauvais coups et des coups bas. Nous possédons maintenant une parade automatique à la censure. Et c'est parce que nous sommes solides que nous avons repris notre marche en avant pour gagner la bataille de l'audience, mais surtout pour gagner le combat de l'influence. Nous pouvons à nouveau emprunter toutes les routes que constituent les plateformes vidéo, toutes sans exception. Le combat de l'influence, c'est comme un combat de boxe. On prend des coups, certes, mais on peut en donner en retour par la contestation, par la dissidence. Notre volonté n'est pas de battre l'adversaire au poing, mais par chaos, et nous nous en donnons les moyens, les voici. Première évolution importante, la refonte de notre site internet tvliberté.com. Il ne s'agit pas d'un simple peinturlurage, mais d'une transformation de taille pour une meilleure ergonomie, un meilleur confort de navigation pour les internautes, un ensemble plus moderne et plus esthétique. Là encore, nous avançons et nous franchissons même une étape dans la professionnalisation de la chaîne. Autre nouveauté de fond qui correspond aussi à un grand bond en avant, la création d'un fil d'actualité en continu sur tvliberté.com. En direct, vous allez pouvoir consulter l'actualité du moment, mais aussi les déclarations des personnalités politiques, les agendas culturels, les éphémérides, des images cachées par la presse partisane, des scoops. Ce fil d'actualité, destiné à accompagner nos téléspectateurs tout au long de la journée, intégrera pour une meilleure efficacité toutes les émissions radiophoniques produites par TVL. Une équipe de 2 journalistes s'installe d'ores et déjà pour mettre en place ce nouvel outil qui va vite devenir incontournable pour tous les défenseurs de l'esprit français. Vous le voyez bien, autour du journal télévisé quotidien de TVL, ce pôle information se renforce durablement. Et nous ne nous arrêtons pas là. Petit à petit, nous renforçons notre présence sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, TVL va porter ses efforts sur Instagram et ne s'interdit pas d'ailleurs de faire ses premiers pas sur d'autres réseaux sociaux qui connaissent un fort développement. Les émissions phares de la chaîne vont connaître des modifications ou des nouveautés. C'est déjà le cas d'Immédiat avec autour de Jean-Yves Le Gallou une équipe renforcée et un nouveau présentateur. C'est aussi le cas de Bistro Liberté qui a gagné en dynamisme avec une nouvelle formule qui rencontre le succès. Tout au long de 2019, les surprises se succéderont. Les personnalités qui comptent seront sur TV Liberté. Enfin, et c'est un axe nouveau, après l'aide et le soutien à la réalisation de documentaires, TV Liberté va s'engager dans l'accompagnement des nouveaux talents. Ils apparaissent sur Internet, ils révolutionnent l'art de la communication et suscitent l'intérêt des plus jeunes. On les appelle les youtubeurs. Certains s'opposent avec courage au pouvoir en place, tous combattent le politiquement correct. Nous vous les ferons découvrir grâce à cette bourse aux nouveaux talents. TV Liberté avance, avec la volonté affichée de lutter pied à pied contre le recul de la liberté d'expression. Le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays, mais il n'est pas inéluctable. Les peuples reprennent le pouvoir en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, déjouent les pronostics comme au Brésil. La France peut, elle aussi, se libérer des chaînes qu'on lui impose. TV Liberté veut vous aider à vous libérer des chaînes qui cherchent à vous emprisonner. Aider les Français à se libérer des chaînes qui cherchent à les emprisonner. Donnez-nous-en les moyens pour qu'en 2019, TV Liberté continue de défendre vos idées. Aidez-nous, maintenant.
Alors que le gouvernement joue le pourrissement face à la mobilisation des Gilets jaunes, les manifestants réunionnais ont eux obtenu gain de cause, un motif d'espoir qui pourrait inspirer le mouvement en métropole. Après 2 rejets au Sénat, la loi contre les fausses informations, plus connue sous le nom de fake news, a été adoptée mardi par l'Assemblée nationale. Retour sur une loi liberticide. C'est parti pour la cyber-grand-messe de la consommation. Vendredi débute le Black Friday, un événement commercial mondial en ligne qui séduit de plus en plus de Français. Madame, monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes réunionnais ont obtenu gain de cause et pourraient bien inspirer leurs homologues en métropole. Si le gouvernement dit ne pas vouloir céder, l'intensification du mouvement pourrait le faire plier. Olivier Frère-Jacques. Nous, à La Réunion, on dirait qu'on ne laisse pas, quoi. Quand on dit quelque chose, on nous prend pour des voyous, alors qu'on n'est pas des voyous, on est des citoyens français comme tout. Et pour après on est éloigné, le gouvernement ne tient pas compte. Le gouvernement ne tient pas compte, mais a tout de même reculé face aux manifestations réunionnaises puisque les taxes sur les carburants seront gelées pendant 3 mois. Une décision qui n'a pas empêché la poursuite de la mobilisation sur l'île. Une mobilisation qui paralyse une partie du département d'Outre-mer, mais qui n'empêche pas le soutien de la population aux manifestants. Très compliqué depuis samedi. Voilà, je fais des allers-retours et je suis toujours sur la route. Et malheureusement, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre, patienter. Mais je suis de tout cœur avec les manifestants. Un soutien de la population et une colère qui ne mollit pas. Les Réunionnais ont trouvé la formule gagnante face à l'exécutif. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé l'envoi de l'armée pour faire face à ce que certains qualifient de pire flambée de violence sur l'île depuis 30 ans. Un climat de fronde dans l'océan Indien et qui se propage également en métropole jusque dans les rangs de l'Assemblée. Le député non inscrit de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, a affiché son soutien au mouvement en revêtant un gilet jaune dans l'hémicycle, provoquant une suspension de séance. Ensuite, celles et ceux qui veulent circuler et qui mettent aussi en risque, mesdames, messieurs, non pas les comportements cirquesques. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. La séance est suspendue. Un petit incident parlementaire qui coûtera 1 500 € aux députés, un député qui semble loin des calculs politiques et dont la cote de popularité ne pourra qu'être renforcée. Pour le moment, et en dépit d'une campagne de dénigrement politique et médiatique, les Gilets jaunes bénéficient largement du soutien des Français, un soutien qui serait aujourd'hui à hauteur de 70% des personnes interrogées. Et si le mouvement a un peu ralenti en semaine, la mobilisation de samedi sera décisive. Une manifestation contre les violences faites aux femmes se déroulera également samedi. Son parcours a d'ailleurs été modifié pour ne pas croiser celui des Gilets jaunes. Et pour cause, la rencontre de ces manifestations risquerait de voir s'opposer 2 typologies sociologiques opposées. Une très urbaine et gauchisante, soutenue par le gratin People, et une autre déclassée apolitique. Les syndicats, eux, sont divisés sur la marche à suivre. FO Transport, à tendance anarchiste, invite ses adhérents à suivre le mouvement. D'autres sont plus méfiants, à l'image de la CFDT, voire hostiles comme la direction de la CGT. Une défiance vis-à-vis du mouvement qui s'explique par la concurrence que constitue le mouvement spontané des Gilets jaunes. Un mouvement qui pourrait être qualifié de hors-système, une appellation que ne peuvent pas revendiquer les syndicats français. Des syndicats qui, à titre d'exemple, avaient touché plus de 80 millions d'euros en 2016 via les fonds de financement du dialogue social. Et si une partie de la gauche syndicale se bouche le nez, l'extrême gauche politique encourage le mouvement, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin ou encore Olivier Besancenot. À droite, les Républicains, comme le Rassemblement national et Debout la France, apparaissent comme des soutiens de la première heure. La mobilisation de samedi à Paris et dans toute la France permettra de maintenir la pression sur l'exécutif, voire même d'intensifier le mouvement avec toujours comme risque l'instrumentalisation d'incidents par l'exécutif. Annoncée de longue date, la loi contre les fausses informations, les fake news, a été adoptée mardi lors d'un ultime vote à l'Assemblée. 2 textes voulus par Emmanuel Macron faisant crainte pour la liberté d'expression.
La majorité En Marche a sorti la muselière. Mardi, lors d'un ultime vote à l'Assemblée, le Parlement a adopté définitivement les 2 propositions de loi contre la manipulation de l'information en période électorale. 2 textes controversés voulus par Emmanuel Macron et portés par la majorité La République En Marche et le MoDem. En effet, les 2 propositions n'ont pas fait l'unanimité au sein de l'hémicycle. Le premier texte a été voté par 183 voix contre 111 et 8 abstentions. Le second a été approuvé par 347 voix contre 204 et 14 abstentions. Vous l'aurez compris, les oppositions ont témoigné leur hostilité à ces lois, les jugeant inefficaces voire dangereuses pour la liberté d'expression. Un avis que partage Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia. C'est une nouvelle loi liberticide puisque cette loi suppose qu'il y a des fausses informations qu'il faudrait interdire. Donc s'il y a des fausses informations, c'est qu'il y a des vraies informations. Mais en général, pour discerner le vrai du faux, dans les pays libres, c'est le libre débat qui permet de discerner le vrai du faux. Il faut que différentes thèses soient exprimées. Là, il y a une seule thèse qui sera autorisée et les juges pourront interdire par les juges, un juge unique, juge unique, pourront décider qu'une information est fausse et qu'une autre est vraie. Bon, ça existe dans d'autres pays, la Corée du Nord par exemple, mais pour la France, c'est vraiment consternant. Consternant pour la France car ces 2 lois permettront à un candidat ou parti de faire la pluie et le beau temps en saisissant le juge des référés pour faire cesser la diffusion de ces prétendues fausses informations durant les 3 mois précédant un scrutin national. Le tout avec la bénédiction des plateformes numériques telles que Facebook, Twitter ou encore YouTube. Pire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pourra suspendre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État s'il diffuse de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, il s'agit purement et simplement de censurer un média si celui-ci ne suit pas le chemin tracé par la bien-pensance. Selon Jean-Yves Le Gallou, cette censure est déjà bien présente en France. Oui, c'est une loi supplémentaire. Il y a déjà beaucoup de lois liberticides en France. Il y a la loi Pleven, il y a la loi Guesso, il y a la loi Taubira. Ça fait une 4e loi liberticide, ce qui explique d'ailleurs que la France est vraiment de plus en plus mal placée au regard des libertés d'expression. Vous savez que Polémia a publié un indice Libertex qui classe les pays selon la liberté d'expression. Eh bien, sur 7 pays, la France est 7e, derrière les États-Unis et le Danemark, mais aussi derrière la Hongrie et la Russie. Et encore, ce Libertex a été fait avant que cette loi ne soit votée. Donc la France va encore dégrader son résultat en termes de liberté d'expression avec cette nouvelle loi. Merci Macron. Le moral des cadres en berne. Une récente étude d'opinion montre que les couches supérieures du monde du travail ne sont pas non plus à la fête en cette période de crise. Olivier Frère-Jacques. Gilets jaunes, syndicats, fonctionnaires, décidément rien ne va plus dans le monde du travail français. Alors que le chômage flirte toujours avec les 10 points et que les classes moyennes semblent être les premières victimes du quinquennat Macron, les cadres ne sont pas à la fête non plus avec l'actuelle équipe au pouvoir. Après une première chute importante du moral des cadres en septembre avec 11 points en moins, les décideurs d'entreprise ont encore perdu 2 points en novembre d'après le baromètre via Voice pour HEC, Le Figaro et BFM Business. Une baisse du moral des cadres qui s'établit à présent à moins 25, un niveau record pour l'actuel exécutif, mais qui demeure toujours supérieur à celui de la crise financière des subprimes en 2007. Et les chiffres ont de quoi inquiéter, 44% des décideurs estiment ainsi que le niveau de vie en France se dégradera d'ici 1 an. Les optimistes, eux, ne sont plus que 17%. Sur un panel dépassant les seuls cadres, le pessimisme atteint 63% des Français, soit une très large majorité qui pense que son niveau de vie va se dégrader dans l'année à venir. Et là encore, c'est une hausse spectaculaire, 17 points en plus par rapport à mars dernier. Concernant le marché de l'emploi, les perspectives semblent moroses également et seulement 16% des décideurs croient en une baisse du chômage dans les mois à venir contre 40% en mars. Quant à la progression des carrières, 75% des cadres pensent que les opportunités pour les mois à venir sont faibles, un sentiment partagé par 76% du reste de la population. Des chiffres à prendre avec des pincettes, mais qui donnent néanmoins un panorama de l'état du monde du travail en France. Après 1 an et demi au pouvoir, Emmanuel Macron n'inspire pas confiance et perd le soutien des classes moyennes supérieures. Une tendance lourde qui rappelle au jeune président qu'il ne suffit pas d'utiliser des mots anglais pour être un homme d'affaires, biberonné à la mentalité de l'École nationale
l'administration et n'ayant jamais dirigé une entreprise, le président en place semble plus que jamais déconnecté des besoins du marché du travail et de l'économie réelle. Le Black Friday, nouvel Eldorado de la consommation française. Vendredi débute cette semaine de réduction massive sur les plateformes de vente en ligne. Un phénomène de consommation qui consacre un peu plus le e-commerce au détriment de la vente en magasin. Olivier Frère-Jacques. Le Black Friday, paradis de la consommation sur le net. Depuis plusieurs années, les traditionnels soldes peinent à favoriser la consommation française. La faute notamment à la vente en ligne qui a révolutionné les échanges et favorisé les achats sans frontières. Et ces ventes en ligne atteignent un sommet avec le Black Friday, une tradition consumériste née aux États-Unis et censée se dérouler le lendemain du repas de Thanksgiving, le dernier vendredi du mois de novembre. Un événement qui tente à s'imposer dans les modes de consommation françaises, avec certes quelques différences, puisqu'aux États-Unis, les promotions ont d'abord lieu dans les commerces ayant pignon sur rue, et c'est seulement le lundi suivant, nommé le Cyber Monday, que les commerces en ligne lancent leur grande braderie. En France, le Black Friday se déroule sur l'ensemble de la dernière semaine du mois de novembre et le phénomène touche tous les grands de la consommation. Que ce soit du côté de la grande distribution avec Auchan ou Carrefour ou chez les géants de la vente en ligne comme Amazon et Cdiscount, tous ont commencé à casser les prix dès lundi sur tous les produits, du prêt-à-porter à l'électroménager en passant par l'alimentaire. Le Black Friday a rapidement gagné ses galons de grand-messe commerciale en France. En 2016, plus de 50% des internautes ont fait des achats pendant cette période, des ventes qui ont augmenté de 30% en 2017 et qui devraient encore prendre de l'ampleur pour cette saison. Les boîtes mail des consommateurs se remplissent de promotions alléchantes à la faveur du développement du marketing ciblé et les publicités couvrent les pages des sites internet. Le budget moyen de ces cyberconsommateurs est de près de 200 €, un budget qui rattrape progressivement celui des soldes. Pour celle-ci, les consommateurs avaient prévu de mettre la main à la poche à hauteur de 215 € pour la session de janvier 2017. À un mois de Noël, le Black Friday, c'est aussi la possibilité pour les consommateurs de prendre de l'avance sur leurs achats de fête. Le Black Friday, c'est aussi l'occasion pour des enseignes à la peine d'essayer de réinvestir le marché. On pense notamment à Darty qui propose des produits à moins 30 voire moins 40% ou à La Redoute qui brade jusqu'à moins 60%. Alors, le Black Friday, bon ou mauvais pour l'économie ? A priori, les pics de consommation sont favorables à l'économie nationale, si tant est que les achats sont effectués sur des produits français ou tout au moins chez des distributeurs nationaux. L'efficacité reste donc à prouver. Reste également la critique d'ordre sociologique, la surconsommation et la chasse aux bonnes affaires servant de palliatif au destin morose des citoyens consommateurs. Les États-Unis, la France mais aussi la Chine, tous se créent leur rituel de cyberconsommation. Du côté de l'Empire du Milieu, les recettes ont explosé pour la fête des célibataires du 11 novembre. Le géant chinois de la distribution a vu son chiffre d'affaires pour cet événement atteindre les 21,7 milliards € en 2017. New York, Pékin, Paris, même combat. Mais si la critique est facile, difficile d'imaginer que le politique peut changer quoi que ce soit à ces tendances consuméristes de fond. Et si vous n'êtes pas séduit par ce vendredi noir de la consommation, vous pouvez toujours lire un livre ou faire une balade en forêt. Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Un état stable mais irréversible, selon le dernier rapport des médecins mandatés par l'appareil judiciaire. L'état végétatif chronique de Vincent Lambert ne lui laisse plus d'accès possible à la conscience. Nommés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ils étaient chargés de se prononcer sur l'état du patient et son évolution depuis 2014, date de la dernière expertise officielle. Cette conclusion pourrait faire basculer la bataille judiciaire autour d'un éventuel arrêt des soins demandé depuis le 9 avril par le CHU de Reims, où le patient est hospitalisé. Cependant, les experts sont plus nuancés sur certains points et estiment que son maintien en vie n'est pas la marque d'un acharnement thérapeutique. Et alors que la vie de Vincent Lambert est toujours menacée, des parlementaires français débattent sur la fin de vie en groupe d'études à l'Assemblée nationale, un groupe d'études dans lequel on peut entendre des réflexions comme « La fin de vie de Jean-Paul II était pitoyable » avec le député LREM de la 3e circonscription du Rhône, Jean-Louis Touraine, ou encore des considérations comme « L'euthanasie est le dernier soin » avec le député Jeannine Dubié, également LREM de la circonscription des Hautes-Pyrénées. Ces gens-là ont été élus. Une promotion de Saint-Cyr débaptisée. Samedi, l'armée de terre a décidé de censurer le nom de la promo 2016-2019 de l'école spéciale militaire, nommée jusqu'ici Général Loustono-Laco.
Dans un communiqué, ce héros des deux guerres a été qualifié de personnalité contestable, en cause plusieurs de ses récits considérés par certains comme antisémites. Cette décision inédite a semé le trouble au sein de la prestigieuse école et notamment auprès des élèves de la promotion qui éprouvent un sentiment de trahison. Une réaction pas au goût de l'état-major qui va obliger les élèves à participer à un parcours de mémoire, un parcours du combattant d'un autre genre au terme duquel un nouveau nom de parrain sera choisi. Israël et l'Arabie Saoudite préservent leurs accords. En dépit de leurs apparentes divergences, les deux États maintiennent leurs relations commerciales. Depuis 2014, l'État hébreu fournit du matériel d'espionnage et de surveillance à Riyad pour que le royaume saoudien traque ses dissidents politiques. Une armada qui pourrait notamment permettre de surveiller la minorité chiite du pays qui représenterait 15 à 20% de la population et aussi et surtout de se prémunir contre le voisin iranien. Des logiciels israéliens qui ont aussi permis aux services saoudiens de tracer Jamal Khashoggi avec le dénouement que l'on connaît. Alors que Riyad ne reconnaît pas officiellement Israël, le royaume des Saouds et l'État hébreu n'envisageraient cependant pas de couper les ponts, même si le Premier ministre Netanyahou a qualifié d'horrible le meurtre de Khashoggi. L'homme fort de Tel Aviv a déclaré cependant que l'Iran demeurait un problème plus important pour son pays. Internet vers le ciel et l'au-delà. Le 15 novembre dernier, SpaceX a obtenu le feu vert du régulateur des télécommunications aux USA pour déployer une flotte de satellites sur une orbite terrestre très basse. Avec cet accord, l'entreprise d'Elon Musk se retrouvera avec plus de 11 000 satellites autour du globe pour fournir un accès à Internet depuis l'espace. Les premières mises en orbite seront effectuées en 2019 et la mise en service devrait avoir lieu dans les 6 ans à venir. Facebook s'attaque au contenu qualifié de provocateur et sensationnel. Alors que la France vient de voter sa loi fake news, le géant du web va aussi limiter un peu plus les contenus de sa plateforme. Ainsi, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé une mise à jour qui détectera les contenus qualifiés de borderline afin de réduire la visibilité de ceux-ci sur le réseau social. Reste évidemment à savoir ce que Mark Zuckerberg estime être borderline. Et dans un instant, notre Zoom du jour, journaliste au Figaro littéraire, Paul-François Paoli, l'auteur de L'imposture du vivre ensemble, publie les confessions d'un enfant du demi-siècle. Et l'état d'esprit américain, profondément, c'est un état d'esprit protestant, c'est-à-dire l'individu, la réussite personnelle, le salut personnel. C'est-à-dire, au fond, le contraire d'une certaine destinée française fondée sur l'idée de l'État, d'un bien commun, et d'un ensemble collectif. Voilà. Et là-dessus, véritablement, nous sommes protestants, mais c'est même inconscient. Les gens ne s'en rendent pas compte. Macron est totalement protestant. Hollande, lorsqu'il y a eu l'affaire Leonarda, l'État s'est incliné devant une famille voilà, qu'on n'arrivait pas à expulser. Pourquoi ? Parce qu'il y a le primat de l'émotion, le primat de l'émotionnel, le primat de la conscience individuelle. Tout ça, ça vient du protestantisme. Et ce soir, retrouvez le plus d'éléments. L'équipe du magazine Éléments évoque le caractère mortel des civilisations, la question migratoire chez les insoumis, l'inquiétant phénomène des études scientifiques bidons et Saint-Exupéry, loin des clichés. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Quand les hasards de la vie font que vous passez beaucoup plus de temps hors de chez vous que par le passé, à vivre dans une chambre d'amis parce que vous vous assurez une présence auprès de quelqu'un, cette présence se traduit ailleurs, chez vous, en province, par une absence. Votre courrier est donc renvoyé par la poste, vous n'allez plus jamais à la banque de la ville voisine, vous faites tout par Internet, et là vous vous posez la question que nombre d'entre vous se sont déjà posées, la banque en ligne, complètement en ligne, ce qu'on appelle dématérialisé, est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, vous allez voir que, comme d'habitude, c'est mon ami Gustave, l'artisan bouquiniste, qui a eu le mot de la fin, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas quand vous songez à vous inscrire dans ces banques sans guichet.
Première étape bien matérielle, celle-là, le prétexte à toutes ces réflexions sur le sujet, de ma part, la raison pour laquelle je vous en parle, vous perdez votre portefeuille un matin et vous faites opposition immédiatement. C'est là que vous vous souvenez que vous faites partie d'un réseau bancaire qui a des caisses régionales indépendantes les unes des autres, genre Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, hein, je ne vous dis pas lequel pour éviter les problèmes, mais tout le monde aura son opinion. Le principe est que vous ne pouvez ni faire un retrait manuel, ni déposer de l'argent dans une agence qui n'est pas la vôtre. La fille de votre agence vous dit par téléphone « Ah d'accord, vous êtes bloqué à Paris sans carte bleue pendant plusieurs jours en attendant de recevoir la prochaine. Eh bien, si vous avez votre chéquier, je vais appeler l'agence la plus proche de chez vous pour leur dire de vous donner 400 € en échange d'un chèque. » En vérité, elle vous rappelle penaude pour vous dire « Votre agence locale, là, en banlieue parisienne, n'a rien voulu savoir. » Alors c'est là que vous vous dites, à quoi servent donc par rapport à une banque sur Internet ces gens-là? À rien. Il faut plus d'une semaine pour récupérer sa carte, et encore la carte, il vous l'envoie à votre adresse d'emprunt à Paris, mais le code, lui, il l'envoie à votre adresse de village, donc ça fait 10 jours sans argent alors que vous n'êtes pas chez vous. Oui, mais on vous dit, c'est normal, votre adresse de village, c'est celle qui est dans les bases. Donc, une fois de plus, personne ne peut prendre la main sur les robots qui gèrent le système. Vous vous dites, cette fois, j'en ai assez, j'ouvre un dossier chez Fortunéo, Boursorama ou n'importe laquelle de ces fameuses banques en ligne. Mais premier argument, ça coûte 100 € de moins en frais bancaires qu'une banque normale par année. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vous offrent de 80 à 120 € si vous ouvrez un compte. Ensuite, ils sont polis au téléphone. Alors là, ça vous change. Mais attention, loin de moi l'intention de chanter les louanges de ces banques immatérielles pour autant. Parce que si vous grattez un peu, vous vous apercevez d'une chose extrêmement gênante. Ils ne prennent plus les espèces. Et c'est à peine s'ils en délivrent. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Ils prennent plus les espèces? Ben non, désolé, ils sont tellement dématérialisés qu'ils n'aiment plus les billets de banque, donc ils ne les prennent plus. C'est Gustave qui m'a fait observer ça, parce que toutes ces banques formidables ou soi-disant formidables se gardent bien de vous le dire. Ces gens ont chassé l'argent sonnant et trébuchant de leur paysage mental. Du coup, ils essaient de le chasser du vôtre. Ils voudraient que vous ne pensiez plus en termes de numéraire, mais plutôt d'unités de crédit, comme dans les machines à sous. Vous savez, votre salaire se transforme en points à dépenser. La dernière évolution du système étant la dépense sans contact, ce qui est une véritable métaphore de tout ce qui nous arrive. Non seulement vous êtes payé en points à dépenser, mais vous les dépensez en effleurant juste la machine. Alors pourquoi je vous ai parlé de Gustave au début? Eh bien parce que Gustave vend des livres sur les marchés. Et quand on lui achète une paire de livres de poche, 3 DVD, un vieux lot du Chasseur français, eh bien on les paye avec des pièces et des billets. Eh bien, s'il était à Bourse au machin, il ne pourrait pas les déposer à la banque, m'a-t-il dit. Et si vous voulez retirer 4 000 d'un coup pour s'acheter une nouvelle camionnette, on serait obligé de lui envoyer un transporteur de fonds à domicile. Du coup, Gustave m'a dit, la plupart de mes amis des marchés, là, ont mis en place un système de banque parallèle en liquide. Quand tu as besoin de 1000 pour acheter un truc, tu les empruntes pendant une semaine à un copain, tu les lui rends en liquide. Moi, je fais tout en liquide pratiquement et je mets des sommes à la banque uniquement pour ne pas attirer l'attention du fisc. Du coup, quand je vois ce qu'il te présente comme un progrès, tout faire sur Internet, c'est une formidable reculade. Au contraire, déjà, on nous a proposé je ne sais combien de fois des machines à carte bleue de plus en plus petites. Ils ne sont pas fous. Ce qu'ils veulent, c'est la suppression totale du cash pour pouvoir te contrôler partout. Essaie de trouver dans le coin, par exemple, une station-service qui se paie avec des billets. Ben, c'est presque fini. Leur but, c'est non seulement de savoir ce que tu fais et avec qui, mais de t'empêcher de le faire si t'en dans le nez. Il suffit de désactiver ta carte, de parler d'incident de paiement, et là, c'est à toi de te justifier. Ils te traitent comme un malfaiteur, du coup, tu le deviens presque. Le fisc te prend une partie de ton salaire avant qu'il ne parte. Mais pour les gens comme toi, lui dis-je, eh bien pour les gens comme moi, c'est encore pire. Je ne suis pas salarié, donc ils me mettent au forfait. Et c'est à toi de prouver que tu as gagné moins que ce qu'ils prétendent. Mais l'argent, pendant les 6 mois où tu essaies de te défendre, il a fait le tour de la planète sur les marchés pour leur rapporter du 2%. Et si c'est pas du 3, et ensuite, s'ils te le rendent, c'est sans les 3%, ils gardent les intérêts pour eux. Bon, finalement, j'avoue que j'ai renoncé, grâce à lui, à entrer dans un système qui refuse qu'on lui dépose des billets et qui vous envoie un fourgon blindé quand vous voulez sortir de 1000 €. Mais je ne veux pas vous dégoûter, hein. Gustave m'a dit, déjà, s'il te propose 80 € pour entrer chez eux, tu ne penses pas que c'est parce qu'ils t'aiment? Non. En effet, ça m'a paru le meilleur argument. Abonnez-vous à Campagnol TVL, merci, c'est sur YouTube.